après-midi, bienvenue, très heureux de vous retrouver dans votre émission Omnisport, la messe du sport en Afrique et pas seulement. Vous le savez, c'est 90 minutes de pur bonheur autour des thèmes liés essentiellement au sport, au Cameroun, en Afrique et pas seulement d'ailleurs. Aujourd'hui, messieurs, on aura au moins 4 thèmes dans le cadre de cette émission. On va d'abord faire un tour d'horizon sur le championnat national camerounais, Elite One, avec les différents classements dans les différents groupes. On va parler de la CAN féminine, évidemment le tirage au sort qui a eu lieu il y a de cela quelques jours, le Cameroun qui serait dans la poule de la mort. On va décrypter tout ça. Et puis après, on va parler également de l'Assemblée générale de la Dynamo Football Club de Douala, entre autres, hein, parce qu'il faut dire que c'est déjà presque la trêve. Certains clubs se reposent, d'autres rechargent les batteries. Et Dynamo prépare donc son Assemblée générale qui va se tenir, il faut le rappeler, le 7 mai 2022 ici et à Douala. Et puis on va finalement sortir avec le sport et les valeurs dans la gestion du sport en Afrique, au Cameroun, en Afrique, et pas seulement d'ailleurs. Et en espérant d'avoir en ligne Bienvenue, justement, parce qu'avec lui, Bienvenue, depuis Bangui, on va parler de la problématique du complexe sportif de Barthélemy Bokanda. Il faut dire que c'est un complexe qui a été créé, qui a vu le jour en 2013, nous sommes en 2016, nous sommes déjà en 2022. Ce stade n'est pas homologué par la FIFA et la CAF. On va essayer de comprendre pourquoi ce stade n'est pas homologué par la FIFA et la CAF. Pourtant, il y a d'énormes sommes d'argent qui ont été consentis par le gouvernement de la République centrafricaine justement pour allouer cet édifice-là aux Centrafricains. Et donc, sur ce plateau, j'ai déjà un qui est là, un des consultants et pas des moindres. C'est quelqu'un qu'on connaît dans le paysage audiovisuel. Lui, c'est Francis Brown. Bon après-midi, Francis. Bon après-midi, Costi. Comment tu vas? Bienvenue. Oh, super bien. Après, je dirais un long week-end. Ah, un long oui. week-end de 4 jours. C'est pas tout le temps qu'on a ça. Donc, les gens qui pouvaient se reposer sont reposés. Mais bon, le workaholic, c'était toujours au boulot. Donc, oui, il paraît que tu as fêté avec la famille, madame. Évidemment, évidemment. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Voilà. Donc, c'était bien. Et je dirais bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous sommes prêts. Et puis, je pense que 90 minutes, on aura beaucoup de choses à mettre sous la dent. Et évidemment, les autres consultants sont en retour. On espère qu'ils vont nous rejoindre. En l'occurrence, l'arbitre Rodolphe Ndjanjo et puis l'ancien international camerounais Joseph Ondombo. On espère qu'ils vont nous retrouver au pas de coup, ça, bien évidemment. Mais pour l'heure, on va parler du championnat MTN Elite One. Il faut dire, Brown, que la 12e journée, on a joué la 12e journée mardi dans le groupe A. Et donc, on a fait quelques constats. APGS, par exemple, enchaîne des victoires. Union sportive de Douala, le club de Douala fait le statu quo. Canon se relance après une défaite. Et puis, le Tonnerre qui gagne enfin. Le Tonnerre qui n'avait pas gagné de match jusqu'à présent, finalement, a gagné hier. Et donc, pour les résultats, on va dire que Tonnerre a battu Yossa, 2 buts contre 1. Feuve Azur a battu Colombe de Dia-Elobo, 1 but à 0. Canon de Yaoundé a battu Racing Club de Bafoussam, 2 buts à 0. Et puis, APGS Nofou a battu Union Sportive de Douala, 2 buts à 0. Pour ce qui est du classement, messieurs, maintenant on va regarder. Tout à l'heure, on nous a présenté ce classement. On va encore le regarder, s'il vous plaît. Le classement pour le groupe A. Le groupe A est connu, donc, est leader par Edding Sport de la Léquier avec 26 points. Deuxième, Avion Academy, 19 points. Troisième, Coton Sport de Garoua, 18 points. Quatrième, PWD de Bamenda, 17 points. Cinquième, Fovu de Baham, 16 points. Sixième, Bamboutos de Bouddha, 15 points. 7e, UMS de Loum, 13 points. 8e, Ofta le Kribi, 11 points. 9e, Dragon de Yaoundé, 11 points. 10e, New Star, 9 points. 11e, Yafoot, 8 points. Et 12e, Renaissance, bon dernier, avec 8 points. Ça, c'est ce qui est pour le groupe A. Maintenant, pour le groupe B, on va regarder également. Pour le groupe B, on va nous le proposer, le tableau du groupe B. Premier, Astro Football Club de Douala, avec 26 points. Deuxième, APGS, 23 points. Troisième, Canon de Yaoundé, 22 points. Quatrième, Fauve Azur, 19 points. Cinquième, Yossa, 18
points. 6e, Fethieu, 17 points. 7e, Union de Douala, aussi 17 points. 8e, Colombe, 16 points. 9e, Stade Rennais, 15 points. 10e, Fortuna de Fou, 13 points. 11e, Panthère d'Undé, 11 points. 12e, Racine de Bafoussam, 6 points. Et 13e, Tonnerre de Yaoundé, bon dernier, avec 3 points. Alors, voilà donc pour ce qui est de ce classement de deux groupes, Francis. On se rend compte que finalement, ça bouge. Ça bouge dans le championnat. Il y a des clubs qui font des statu quo, il y a des clubs qui enchaînent, et il y a des clubs comme le Tonnerre Kalara Club qui est dans le groupe B, qui est bon dernier avec 3 points, mais qui a enregistré sa première victoire. Oui, c'est important de mettre les choses en place. Le football est un jeu qui est comme le corps de l'homme tout entier. Donc ça veut dire que s'il faut que le cerveau soit faible, arrêtez de lire. Si vous affaiblir le cerveau, arrêtez de lire. Si vous affaiblir les jambes, arrêtez de marcher. Donc c'est ça le football. Et quand on regarde les clubs qui tiennent le peloton comme APGS et le reste, ce sont des gars qui sont toujours dans les affaires, toujours en activité, toujours en train de jouer, d'organiser des petits matchs amicaux. Et maintenant, quand on descend, on voit les clubs comme Tonnerre. Oui, Tonnerre. Oui. Ça fait mal parce que on attendait voir un Tonnerre se relever comme Canon et en train de le faire, n'est-ce pas? Et c'est ça qui ça rend, c'est un peu triste parce que on n'a pas arrêté ce guéguet de leadership dans les clubs. Et je pense qu'on en parlera avec Dynamo peut-être qui a lancé la campagne, la candidature ouverte de personnes, de membres pour être président du club. Oui, mais vous voyez que quand il y a ce guéguet, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faudrait que les gars s'organisent. Parce qu'on dit quand les éléphants bagarrent, c'est les zèbres qui souffrent. Et dans ce cas d'espèce, les zèbres, c'est les joueurs. Tout à fait. Et ces joueurs souffrent parce que ils souffrent dans leurs âmes. Parce que tout ce qu'ils connaissent faire, comme Eto'o l'avait dit, il dit « je suis qui je suis à cause de mes jambes ». Tout ce qu'ils connaissent faire, c'est d'utiliser leurs jambes pour jouer au foot. Mais maintenant, quand il y a ce problème de leadership en haut, alors qu'est-ce qui se passe en bas? Ça ne marche pas. Tout à fait. Mais il faudrait que ces gars puissent s'organiser. Et je me demande pourquoi le général Semeng est aussi silencieux quand ça concerne son club, Tonnerre mythique, et tous ces grands, n'est-ce pas, oui, parce que nous connaissons, voilà. qui sont des personnes ressources. Parce qu'on se souvient, ce problème de bicéphalisme au sein du Tonnerre Kalara Club, où il y a deux leaders qui se réclament la paternité du Tonnerre de Yaoundé. On a vu que le Tonnerre, justement, avait été battu sur tapis vert face à l'Union sportive de Douala, parce que le Tonnerre ne s'était pas présenté au stade. Et le Tonnerre est bon dernier avec 3 points et toujours les problèmes qui continuent au sein du Tonnerre. C'est terrible, c'est regrettable. Je voulais retenir ma langue pour dire que c'est lamentable. C'est lamentable. C'est regrettable. Parce qu'un club comme ça, qui est mythique, que les gens comme nous, notre génération et ceux avant nous, ont connu ces clubs-là. Oui, les grands clubs comme donc Tonnerre, voilà, Union, il y avait des clubs de cantons. Oui. Des cantons comme Tonnerre, comme Prévoyance de Yaoundé, la CNPS, ou comme Canon. Oui. Donc, il y avait des clubs comme ça. À Douala, on connaissait aussi le Caïman, l'Union et tout ça, qui étaient des clubs de cantons et que les gars s'identifiaient. Donc, ce n'est pas la chose d'une personne ou d'une famille. C'est d'un groupe, c'est d'une famille, c'est un quartier. Ce sont des ressortissants respectant de Fundi, dans la base du football, où le président Amadou Ahidjo, paix à son âme, a construit Fandena à cause de la qualité compétitive de ces joueurs. Il y avait un stade qu'on appelait le stade malien. On savait que si tu veux voir le Canon s'entraîner, tu partais au stade malien, c'est là où on les retrouvait. Il y avait des groupements comme ça. Et si maintenant les gars se lèvent, qui n'étaient même pas au berceau, alors qu'ils discutent maintenant la paternité du club, c'est regrettable parce que nous, les supporters, les amoureux du football, on n'a que nos yeux pour pleurer, puis les larmes couler. Alors, je voudrais vous rappeler que c'est une émission interactive. Hein. Vous pouvez appeler, le numéro s'affiche au bas de votre petit écran. Vous avez une équipe concernée, une équipe qui joue à l'Elite One, une équipe qui soit est au ventre mou de ce classement, ou alors lanterne, ou alors la tête. Mais appelez, participez à cette émission, faites-nous savoir peut-être vos griefs, et peut-être les astuces que les autres peuvent justement utiliser pour que
des équipes de ceux-là, justement, puissent revoir, comment je veux dire, le soleil à nouveau, les clubs comme Tonnerre. Maintenant, quand on regarde, justement, c'est-à-dire, je prends la pêche, vous me l'avez entendu, justement, Francis. Quand on regarde, on va parler des deux groupes d'abord. D'abord, le groupe A. Le groupe A, on voit que le groupe A est l'idée par un club comme, disons, les trois clubs, les trois premiers. Il y a Edding Sport de la Léquier, il y a Avion Academy, il y a Coton Sport qui revient. Oui. Bon, quand on regarde les trois, regardez l'organisation. Coton Sport est le club le plus organisé au Cameroun. En termes de pépinière, de la hiérarchisation du club, que ce soit les minimes, cadets, juniors, seniors. On a vu des compétitions qui ont été organisées il y a de cela quelques années, où on prenait les jeunes pépites des écoles de football qui avaient des compétitions, et on se trouvait que Coton Sport, les gars étaient toujours parmi les trois premiers du championnat. Toujours les trois premiers. Quand on regarde, même quand ces jeunes de 12 ans, 13 ans arrivent, on regarde leur maillot, on voit qu'il y a de l'organisation. Bon, maintenant, on voit maintenant les jeunes qui arrivent avec beaucoup d'ambition. Oui. N'est-ce pas? Ces jeunes clubs-là veulent se faire connaître. Et ils marquent par leurs empreintes les victoires. Ils vont de victoire en victoire. Oui. Et ça fait comprendre, ça prouve que il y a de l'organisation. Regardez même tout autour. Quels sont les clubs qui ont été apportés au Conseil de discipline de l'Africa Foot pour manque de paiement des joueurs? Ce sont des joueurs qui sont au bas échelle. Ça veut dire qu'il y a un problème. On est toujours en train de parler de cette affaire d'organisation. Donc, regardez ces gars. Quand on va au stade, on regarde le jeu. Les gars, ils s'amusent carrément. Ça veut dire qu'ils prennent du plaisir à bien jouer. Je suis content pour cette initiative parce qu'avec ce championnat, cette année, ça fait au moins 5 ans, 6 ans qu'on n'a pas vu de l'engouement ou des joueurs de pouvoir sortir ce côté spectaculaire du football. Tout à fait. Et on est content de voir ça dans nos stades. Et je pense qu'il faudrait que ceux qui sont en bas, le championnat finit d'ici quelques semaines pour qu'on puisse lancer maintenant le championnat en bonne et due forme, comme c'était avant. Je pense que je souhaite vraiment que ceux qui seront recalés en Elite One pourront faire preuve de cette maturité de l'organisation surtout. Surtout qu'on sait que ce sera 5 clubs qui seront recalés, qui vont aller en élite inférieure. Oui. Maintenant, on va prendre le groupe B. Le groupe B également est l'idée par 3 clubs, c'est-à-dire d'abord il y a Astre Football Club de Douala qui a 26 points, et puis derrière il y a APGS qui vient avec 23 points, et le Canon Sportif de Yaoundé, Canon New Look, avec 22 poins. Voilà, APGS, c'est une jeune équipe. Ben oui. Astre, APGS d'un fou, oui. C'est une jeune équipe. Mais rappelons-le, ils ont joué les finales de la Coupe du Cameroun. Tout à fait. Astre, c'est une jeune équipe. Ils sont en train de tutoyer les clubs de Douala. Et maintenant, on parle de l'organisation. On savait que le Canon aussi était dans les guerres. Mais s'ils parviennent à enterrer la hache de guerre, on voit le résultat. Ce n'est pas magique, ce n'est pas sorcier. Ça commence par l'organisation, ça commence par le haut. Et ces gars, ils font des mercatos, ils font des recrutements des joueurs. Et je suis content, je suis fier parce que je pense que d'ici 3 ans, on aura peut-être 40% de l'effectif de notre équipe nationale venant du championnat local. Venant du championnat. Maintenant, on va regarder également au niveau du bas du championnat, c'est-à-dire en élite, enfin je vais dire toujours en élite, le groupe A. On a des clubs qui traînent la patte. On a des clubs comme New Star qui traînent la patte. Bon, New Star, on a vu les problèmes qui sont derrière. On a Yafoot qui traîne la patte, qui a 8 points. Et puis on a Renaissance qui a également 8 points. Renaissance de Ngoumou. Renaissance de Ngoumou. Oui. On comprend. Renaissance de Ngoumou a traversé une période très difficile financièrement parlant. Donc, le résultat n'est pas étonnant. C'est le financement. Les gars ont même du mal à se déplacer. Donc, pourtant, quand on parle de Ngoumou, il y a des forces vives en Ngoumou qui devraient se mettre ensemble pour pouvoir porter Renaissance de Ngoumou quand même. Parce que quand on parle de Renaissance, c'est Ngoumou, c'est Otélé, c'est... Voilà, c'est... Oui, évidemment, c'est de ça qu'on parle de l'union. Regardez un peu Feutu. Oui, Feutu FC, oui. Feutu FC, on connaît qui est derrière. Ouais. Il a créé des clubs comme Panthère, Dundee.
On a bagarré, il est quitté de là, il a créé Fetché à son nom. Donc c'est pour dire, c'est ma chose, je mets les moyens et je joue. Et c'est parce que ce capitaine est fou amoureux du football. Donc il met sa vie dans le football. Oui. Et on voit le résultat que ça produit. Pour l'instant, Fetché est basé dans le groupe B. Oui. Dans le groupe, et Fetché est 6e du classement avec 17 points. Donc on comprend que c'est une personne qui se sacrifie, ce n'est pas un groupe de personnes. Mais regardez Renaissance de Ngoumou, il n'y a pas l'unité. Pourtant, on savait avant que Renaissance, quand les gars montaient à Yaoundé, ils faisaient trembler, ils drainaient les foules. On ne voit plus ça. C'est difficile, l'organisation. On prie, je dis toujours, je prie que lors du lancement du championnat 2022-2023, cette saison, on aura vraiment enterré ces problèmes-là. D'accord. Ça c'est du côté de la poule. Ah bon, maintenant, la poule B, maintenant. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez évoqué Panthère d'une D. Panthère, justement, est 11e avec 11 points. Racine de Bafoussam également, qui a eu beaucoup de problèmes, est 12e avec 6 points. Et puis 13e, bon dernier, c'est Tonnerre avec 3 points. Tous les problèmes. Racing Club, tout puissant de l'Ouest. Oui. On se rappelait d'eux. Oui, tout puissant de l'Ouest. Tout puissant de l'Ouest. Le TPO. TPO. Voilà, TPO Mazembe. Oui, avec l'armée cinglée. Et on ne pouvait pas parler. Quand ces gars venaient à Douala, je ne sais pas si c'est toute la région de l'Ouest qui se levait, mais ils occupaient 60% des stades. À Douala. Ouais. Imaginez Racine contre Union sportive de Douala et que le stade Bepanda était à 60% supporter de Racing Club de Bafoussam. C'est pour dire que les gars, il y avait cette force derrière. Ouais. Actuellement, il n'y a plus. Et c'est là que je parle. Je parlais de ça avant qu'on arrive chez eux. Tout à fait. Et je parle toujours de cet épineux problème de gestion, de guéguerre, de leadership, d'ego, je le dirais. Et c'est ça le football. Et ce n'est pas juste la panachée du Cameroun. Hein. Regardez, on voit actuellement que Chelsea a du mal. Ce grand Chelsea qui a gagné la Champions League a du mal à se relever parce qu'il y a le problème, le haut, la tête ne va plus. Et ils ont du mal. Donc c'est la même chose. Et nous devons apprendre que c'est l'union qui fait la force. On le dit tous les jours, mais mettons-le en pratique. Mais seulement, oui, on va le dire, l'union fait la force quand ça arrange un certain nombre de personnes. Et quand ça n'arrange pas d'autres, écoutez, enfin, c'est ou vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. En réalité, si vous êtes avec moi, je suis président. Si vous êtes contre moi, c'est l'autre qui est président. Oui, c'est l'orgueil. Mais maintenant, il faudrait que nous ayons une feuille de route. Il faudrait que nous regardions, n'est-ce pas, dans la même direction. Ouais. Quel est l'objectif? C'est le club. Et c'est de faire briller ce club. Et c'est de faire donner du palmarès, n'est-ce pas, du respect à ce club. Si ce club n'a pas de respect, si ces gars qui sont sur le terrain, qui ont des fractures et des blessures, ne sont pas à l'aise, ne vous donnent pas la gloire, vous n'aurez pas cette gloire. Donc vous bagarrez là-haut, c'est vain. Parce qu'à la fin, personne ne sort gagnant. On a vu également une histoire terrible avec les gars du Tonnerre de Yaoundé qui étaient complètement empêchés de jouer lors de la première journée parce qu'il y a, comme vous l'avez évoqué, une guerre de leadership entre un camp qui se veut le camp de ceux à qui appartient le club et il y a un autre clan qui dit envoie injecter de l'argent pour que le club monte en élite One. Et puis les deux clubs n'arrivent pas à s'entendre. Il a fallu justement que le gouverneur de la région du centre intervienne pour que chaque équipe, chaque groupe mette un peu d'eau dans son vin pour que lors de l'Assemblée générale élective, justement, on élise un bureau qui fera consensus. Donc il faut qu'il y ait des forces externes qui interviennent pour que les enfants d'une même famille s'asseyent. C'est pathétique. Le cas pareil, c'est pathétique parce que le gouverneur du centre, c'est le gouverneur de la région du centre. Ouais. Ce n'est pas le gouverneur du Fundi. Et on sait que Tonnerre, c'est un club du Fundi. Ouais. Alors, si le gouverneur de la région du centre, si on doit parler qui n'est pas un ressortissant de la région du centre, encore moins du Fundi, vient mettre des pairs du Fundi ensemble et que les ténors du Fundi, comme Philippe Mbagambois,
le ministre, n'est-ce pas? Et tous ces grands-là, le délégué du gouvernement et tout ce monde n'arrivent pas à s'asseoir. C'est pathétique. Ça veut dire que peut-être ces gars en off se sont mis, ils ont essayé de parler, mais comme on dit, les gars ils vont comme le taureau, la tête est baissée, ils ne voient pas où ils vont, et puis bon, ils fracassent tout ce qu'ils peuvent voir devant eux et ils s'en foutent. Ça ne paye pas. Et ça ne va jamais avancer, ni le football, ni le club. Et encore moins eux. Parce que leur gloire vient. Je me rappelle, il y avait ce grand homme, paix à son âme, Ogba Damas, qui avait Olympique de Volier. On les appelait les Marseillais du Cameroun, droit au but. Et lorsque Olympique de Volier a commencé à faire ses prouesses, on a vu que les gars du Volier voulaient s'accaparer du club. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Et dès qu'Ogba Damas s'est retiré, paix à son âme, Olympique de Volier est tombé. C'était fini. Ça n'avance personne. C'est l'union qui fait la force. C'est l'unité. Chacun apporte de part et d'autre sa pierre à l'édifice. Et ça donne ce que nous voyons. Et ces jeunes clubs qui sont en train de venir, vraiment, ça sera regrettable que ces grands clubs qui nous ont baissés à notre jeunesse ne puissent pas. Je me rappelle une fois, Nicolas Sarkozy était président de la France. De la France, Et Paris Saint-Germain devait descendre. Il a dit Paris ne descend pas. Ah oui, parce qu'on sait que si Paris Saint-Germain descend en D2, la capitale française est morte. Et c'est la même chose. Si on a les clubs mythiques comme le Tonnerre, comme le Canon, qui ne peuvent pas se relever et se mettre ensemble, ça veut dire que la capitale n'a pas de club. Et c'est pathétique. Et je pense qu'il faudrait que ces gars puissent vraiment fumer... le calumet de la paix. Vraiment pour que... on puisse se réjouir. Et il y a des clubs également qui font plaisir à voir, tant dans la gestion que dans le jeu. Des clubs comme, il faut le rappeler, Ofta de Kribi, justement. Voilà, nouveau venu. Nouveau venu. Voilà. Mais il fait ses prouesses. Voilà. Et on voit. Et moi, je dis, je suis content parce que le championnat recommence. Et j'ai dit tantôt que je pense que d'ici 2024, 40% des joueurs de l'équipe nationale viendront. Parce que les clubs existaient pour vendre et les présidents faisaient de l'argent. Il y avait la prolifération à un moment donné des écoles de football qu'on ne voyait que sur du papier, pas sur le terrain. Et actuellement, je pense que pour faire ses preuves, il faut commencer par ton club d'origine, donc ça veut dire local, avant d'aller en Europe. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les Brésiliens, combien de Brésiliens ont évolué en Europe? Non, on est parti les prendre dans le championnat. Dans le championnat local, oui. Regardons les Mexicains, regardons les Argentins, regardons les Colombiens. On va au championnat local et on ramasse ces pépites et on les amène en Europe. Et je pense que d'ici 4 ans, comme je l'ai dit, c'est comme ça qu'on n'aura pas des joueurs qui sont nés en France, vécus en France, et qu'on va les faire les coubettes pour qu'ils viennent de notre équipe nationale. D'accord. Allez, si vous nous prenez à l'écoute, si vous êtes chez vous, à la maison, vous êtes assis confortablement en train de regarder cette émission. Nous sommes en direct, évidemment, c'est Omnisport. Vous pouvez appeler, le numéro s'affiche au bas de votre petit écran, participer à cette émission. Si un thème vous intéresse, évidemment, là, on est en train de parler de la problématique, justement, du championnat camerounais Elite One, et avec ces clubs-là qui ont des problèmes à n'en point finir. Et justement, Francis, vous développiez là-dessus, c'est-à-dire ces clubs qui ont des problèmes à n'en point finir. Et quand on regarde la gestion des clubs, maintenant, on a l'impression que c'est comme si les présidents des clubs étaient surpris du fait qu'on devait avoir un championnat dit professionnel. Je ne suis pas surpris. Je dis que c'est parce que quand on regarde un peu l'histoire de la FECAFOOT, il y a de cela 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec les différents camps qui existaient, et on se rappelle bien que même le 11 décembre, les élections à la FECAFOOT, oui. Il y avait des gars qui voulaient boycotter.
il y a ce qui règne en divisant. Et ils savaient que de là, chaque année, il y avait un budget pour le championnat. Comme on a cette année, il y a des budgets qui ont été alloués au club et on a insisté que les joueurs doivent avoir leur salaire. Et ces présidents de clubs se sucraient de cet argent parce qu'ils ne rendaient compte à personne. L'argent de la FECA Foot, c'était, on appelle ça le prétol brut. On ne rendait compte à personne. Donc, l'État donnait les subventions, les sponsors. MTN est quitté de sponsoriser le Lituan parce qu'il y avait une certaine opacité dans la gestion, n'est-ce pas, des fonds alloués. Et c'est ça qui créait des guéguerres. Et il y avait des clans. Alors, si on regarde bien, ceux qui sont surpris sont ceux qui étaient contre le bon fonctionnement de notre championnat. Parce que cet argent qu'on les donnait leur permettait d'acheter des grosses caisses, de passer les vacances en Europe. Et les joueurs n'arrivaient même pas à avoir les bons pour se masser. Je me rappelle, j'étais dans une radio de la place, il y avait un médecin du sport qui disait que le plus grand médicament qu'ils amenaient au stade, c'était les glaçons. Ah non. Ah oui. Les glaçons, pour les glaçons. Donc ça veut dire que quelqu'un a une blessure, il a mal, il n'y a même pas de spray. C'est des glaçons. Pourtant, une équipe de football, avant d'entrer au stade, l'équipe de supervision doit s'assurer que leur first aid box, leur boîte de premiers soins est fournie de tout ce qu'il faut. Les bandes, les sprays, les baumes, les glaçons, les terres, et tout ça. Il faut comprendre. C'était terrible le football. Actuellement, il y a un souffle nouveau qui vient. Et comme on dit, quand le développement vient, ceux qui sont à la traîne restent à la traîne. Et ceux qui prennent le train en marche vont avec le train. Ce n'est pas magie. Et quand on voit ces clubs-là, et ces présidents, ces dirigeants de ces clubs, ce sont ceux qui prenaient, ils faisaient même des fausses CV des joueurs pour les vendre, parce qu'ils savaient ce qu'ils devaient gagner après. Et le club dont cet argent leur revenait n'avait rien. Et c'est ça la chose. Maintenant, il y a un nouveau vent qui vient. Alors, on va frapper fort. Je pense que les dirigeants d'Africa Foot ont commencé déjà par frapper même ceux qui ne payent pas les joueurs leurs 100 000 francs le mois. 100. On se demande, un joueur qui est marié, avec des enfants, qui paye le loyer, il dépense combien par mois? Mais au moins, donnez-lui les 100 000 francs. Mais est-ce que, je dis, l'attitude des présidents ne devrait pas surprendre, vu qu'en réalité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Francis, qu'avant, c'était à peine si on avait un médicament pour soigner un joueur qui se faisait mal, à combien plus forte raison sa prime de marche et autres. Et donc, que ce soit les mêmes présidents qui sont là avec les mêmes clubs, avec la même mentalité, la même manière de voir, de fonctionner, ça ne devrait pas surprendre. Vu qu'on ne prend qu'on prend les mêmes et on recommence. Ce sont leurs clubs. On n'a pas de souci avec le club. Tout ce qu'on a comme souci, c'est la gestion des acteurs du football. OK. Si le joueur ne peut pas avoir les primes d'entraînement, les primes de match, primes de but marqué, primes de match gagné, primes de match nul, combien de fois son salaire à la fin du mois? Alors, il faudrait que les gestionnaires de la chose du football, dans leurs clubs respectifs, puissent bien gérer les acteurs du football. Donc, qui sont les joueurs? Parce que sans ces joueurs, le reste derrière n'est rien. C'est ces joueurs qui vendent les maillots. C'est ces joueurs qui les apportent les primes. C'est ces joueurs qui les apportent les trophées. Alors, il faudrait qu'ils s'occupent bien de ces joueurs-là. Et je suis content qu'on commence à frapper.
même comme le coup n'est pas aussi dur qu'on attendait. Maintenant, vous dites on commence à frapper, sauf que derrière, on ne devrait pas être à la réaction, mais à l'action. Parce que quand on regarde comment ça fonctionne, le championnat, on a démarré, championnat dit professionnel. La FECAFOOT a pris les dispositions pour mettre les clubs, enfin les joueurs, dans un environnement, dans une bulle de professionnels. La FECAFOOT qui prend en charge, il faut le dire, les hôtels, qui prend en charge le petit déjeuner, qui prend en charge le transport, etc., etc., et qui alloue donc le bus, voilà, qui alloue le transport, le transport pour le déplacement des joueurs, et derrière qui subventionne les clubs pour qu'on paye ces joueurs-là et qu'à la fin, ces joueurs-là ne soient pas payés à hauteur de ce qui doit être fait. Ça suscite quand même quelques questionnements, avouons-le. Évidemment, on dit souvent quoi? Les habitués dans les produits. Donc, les gars qui étaient habitués à faire le copinage, n'est-ce pas, dans le club. Donc, ça veut dire, parce que vous pouvez boire ensemble dans une boîte de nuit ou parce que tu peux lui faire la passe à une petite. Il t'appelle à côté, il te file quelque chose. Et puis l'autre qui ne veut pas suivre ce canot, il dit non, je veux rester chez moi avec ma famille. Ouais. Ok, tu vas manger ta famille. C'était ça, c'était vraiment l'anarchie dans le football, dans notre football. C'était vraiment ça. Et maintenant que les responsabilités commencent à être partagées, je pense que c'est une procédure. Je dis, si c'est moi, ça doit aller plus vite. Mais bon, les dirigeants disent, donnons le temps. Et je pense que ça, c'est ça. Cette année, cette saison, c'est la saison de grâce. Et comme je dis, je pense que 2022-2023, le championnat va vraiment lancer. Et on verra. Mais sauf que derrière, il y a des gens au championnat qui est en cours. On est déjà en train de finir avec la première phase. Et qu'il y a encore des équipes à date, des présidents à date, qui fassent du chantage aux joueurs, qui ne payent pas des joueurs, pourtant ils ont reçu des subventions. Ça suscite quand même quelques questionnements. Et qu'il y a encore des clubs qui réclament la subvention de l'État, qui font presque le chantage à l'État, qui disent qu'ils ne risqueraient des pas jouer si l'État n'accorde pas justement cette dotation-là. On se dit, on est dans un scénario un peu ubuesque. C'est faux. Le football est une entreprise. Normalement, ces gars devaient payer l'impôt. Dans d'autres cieux, comme en Angleterre, comme en France, le football, le club est d'abord communautaire. Il y a des clubs communautaires. Il y a les clubs des entreprises. Quand on regarde la Reebok Stadium, par exemple, c'est un stade. Mais c'est une société qui a construit un stade de 40 000 places. Donc, on comprend que c'est une entreprise. Il a investi des milliards et il tire ses bénéfices dessus. Et il a un club. Donc, on les connaît. Donc, ce qui fait qu'on va arriver à ce niveau. Mais pour l'instant, je dis, avec la crise, avec le manque d'activité sportive qui a régné pendant, je vais parler de 2019, 2020 avec le Covid, 2021, ça a beaucoup frappé. Donc même ces gars qui vendaient les joueurs n'ont pas pu vendre les joueurs parce que les joueurs ne faisaient pas leur preuve, quelque part. Donc je pense que c'est avec le temps. Et avec le temps, ça ira. Ceux qui font le chantage à l'État, pas l'État vraiment, mais à la FECAFOOT, donc on suit le regard des détracteurs, je les appellerai ainsi. Parce que avoir une équipe de football, un club de football, c'est avoir les moyens, déjà. Ce que l'État apporte, c'est une dotation. C'est juste, on appelle ça subvention. La subvention n'a jamais été le capital d'une entreprise. C'est une subvention, c'est pour dire, OK, d'accord, sur l'effort que vous fournissez, je vous accompagne avec ceci. Donc, il devrait chercher des sponsors. Et c'est regrettable parce qu'on regarde le championnat européen, on est content, mais notre championnat, les clubs n'arrivent pas à chercher des sponsors. Ils n'ont pas un service marketing et communication. Il faudrait qu'ils aient. C'est une entreprise. Il faut un service marketing et communication qui vend l'image de l'équipe.
pour attirer le sponsor. Un peu comme le fait le Canon de Yaoundé actuellement. Oui. C'est ça, c'est le marketing. Et on vient vers vous. Il peut y avoir des forces derrière. Par exemple, on parle de Canon, c'est un club du Fundi. On peut avoir quelques ténors là qui tiennent le directeur pour dire, ben, écoutez, un peu, vous êtes sur notre terre. Donc, assistez. C'est le bien-être. Est-ce que Francis, tout ceci n'est pas dû au fait que, contrairement à ce qu'on peut penser, les gens viennent, les présidents des clubs qui sont au Cameroun, qui sont en Ligue 1, viennent beaucoup plus pour s'enrichir. Pourtant, dans d'autres cieux, les gens viennent juste pour injecter de l'argent et faire vivre un club, une communauté. C'est la gestion. C'est juste une mauvaise gestion. Ouais. Ce n'est pas pour s'enrichir. Je donne un exemple simple. Nous avons Union sportive de Douala. Ouais. Donc, quand on parle de Union sportive de Douala, ça veut dire que le service marketing devait vendre l'image de Union à la population de Douala. Je ne parle pas des entreprises, je parle de la population de Douala. Tout à fait. Ils ne devraient pas faire ça comme un club communautaire. Et même s'ils le font comme communautaire, mais il faudrait que ça soit ouvert à la population de Douala. Pour que toute personne qui s'intéresse à ce club, qui aime. Je me rappelle, il y avait une démarche qu'on disait, toute personne qui a un terrain, dans un bien immobilier, dans la ville de Douala, est considérée comme un autochtone. D'accord? Ouais. Alors, si tu as un terrain, tu as une maison, ça veut dire que tu as pour résidence permanente Douala, tu dois contribuer pour le bien-être de la ville de Douala. C'est la même chose dans le football. Un club comme Union sportive de Douala, c'est le club de Douala. Et on peut dire, ok, d'accord, le siège, c'est où? Et ce quartier où le siège se trouve, on dit, c'est votre club. Allez en Angleterre, il y a combien de clubs londoniens? Et chaque club vit. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train d'interroger la culture footballistique des Camerounais et des pays africains? Je ne parle pas de la culture, je parle de la mentalité. Je parle du professionnalisme dans le football. Je dis que le football est une entreprise. Et une entreprise se dote d'un bureau permanent. Donc, ça veut dire une direction avec toutes des membrements. Des membrements possibles, oui. Que ce soit communication, marketing, comptabilité, des finances. Et je ne sais pas, tout ce qu'on peut considérer dans une entreprise, il faudrait que ça existe. Il y a des gars dans le club qui doivent penser. On a des joueurs qui doivent aller à la retraite. Comment faire pour avoir de nouveaux sangs? Il y a des gars, chaque club devait avoir une direction technique pour avoir des formations comme on le faisait quand on était jeune, avec des minimes, des cadets, des juniors. Mais en réalité, oui, ça c'est vrai, ça c'est dans l'idéal. Mais seulement aujourd'hui, le président va se dire, bah, écoutez, moi je vais tout gérer. Et si on commence par décentraliser, là, le pouvoir va me chapper, et puis l'argent va me chapper, et puis je ne vais plus rentrer dans mes sous. Hein. Je n'aurai plus le retour sur investissement. Une équipe de football est une entreprise. Et une entreprise a des actionnaires, a le PDG. Le PDG est la plupart du temps l'actionnaire majoritaire. Il y a d'autres actionnaires qui mettent leur bien. C'est une entreprise. Tant que cette entreprise ne fonctionne pas bien, le PDG paie. Tant que le PDG met assez d'énergie et s'entoure des personnes fiables, dignes de travailler, l'entreprise marche. C'est la même chose. Maintenant, oui, allez-y. Le football, il y a un coach. Oui. Lui, il est tactique. C'est un tacticien. Mais maintenant, les administrateurs qui vendent l'image du club, qui communiquent pour le club, qui va faire des recherches pour dire on a constaté qu'une équipe comme telle, je ne sais pas, en France ou en Angleterre ou au Brésil ou je ne sais pas quoi, en Allemagne, voici la façon qu'il fonctionne. Et ça marche bien. Pourquoi pas implémenter cette technique dans notre club? Il y a des gars qui font la recherche au football. Et une équipe a besoin de ça. C'est des personnes qui innovent dans la société. Et on doit avoir des personnes comme ça dans une équipe de football. C'est toute une entreprise. Alors, si le PDG s'est dit, si je partage le pouvoir, il n'y a aucune équipe qui peut fonctionner. Alors, il faut qu'il soit coach.
Il faut qu'il soit médecin. Ben, on a vu des présidents coachs, hein, médecins. Hein, ah oui, il faut qu'il soit coach, médecin, je ne sais pas, chauffeur. OK. Alors, maintenant, ça, c'est dans l'absolu. Hein. Et ça, c'est ce qu'on rêve pour le championnat camerounais MTN Elite One. Et ça viendra. C'est un championnat professionnel. Sauf que derrière, il y a ceux qui tirent la voiture vers l'arrière. Oui. OK. Maintenant que cela tire la voiture vers l'arrière, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des méthodes coercitives qui fassent en sorte que finalement ceux-là, on puisse les arrêter à un moment donné, que ce soit de manière politique, juridique, financière et autres? Ça arrive. Ça arrive. Il y a deux façons de faire quelqu'un quitter. Soit on lui demande de quitter, soit on lui fait comprendre qu'il n'est plus à la hauteur et il quitte. Et des fois, quand tu vois des gens qui font la traîne, c'est parce qu'ils ne sont plus capables. Et le moment viendra où ils quitteront. Même s'ils ne quittent pas d'eux-mêmes, les populations vont le faire quitter, surtout les clubs mythiques. Surtout les clubs mythiques. Soit le club va mourir. Je ne souhaite pas que Tonnerre meure. Mais je dis, soit le club va mourir, soit ces gars vont quitter. C'est simple. Le président Feutu a fait ça. Quand on a discuté Panthère, il a donc d'accord resté avec. Il a créé Feutu Football. Pourtant, il avait son Panthère, il ne faut pas parler sans publicité, son entreprise de gardiennage, et qu'il mettait ça pour continuer avec cette force. Mais dès qu'on a commencé à discuter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté, il a créé Feutu. Alors, ceux qui bagarrent pour Panthère aujourd'hui, ils sont où? Ils sont à la traîne. Alors, il y a deux choses. Soit ça va mourir, soit ils vont quitter. C'est naturel. Oui. Mais après, il y a que c'est quand même délicat dans le cas du Cameroun, on va le dire, parce que ceux qui sont là actuellement, ceux qui ont des clubs, on voit visiblement que c'est ceux-là qui ont soutenu de pro de l'an le président Samuel Eto'o fils, qui ont permis à Samuel Eto'o d'être président de la FECAFOOT. Et maintenant qu'il va se rendre compte fatalement que ceux-là sont, disons, guillemets, des traînards. Ceux-là qui ne veulent pas, ils veulent pas qu'il y ait évolution, que les choses bougent. Et donc, ils seront obligés de frapper à un moment donné. Est-ce que ça ne va pas le mettre, lui, à porte-à-faux avec justement ses potentiels électeurs pour la mandature prochaine? S'il est un bon manager, il saura comment s'en sortir. C'est le management. On a vu beaucoup d'organisations où ceux qui étaient à la base de cette organisation, à un moment donné, ont été bottés en touche. Parce qu'ils ne pouvaient plus suivre le train. Et quand on voit un président comme Samuel Eto'o, je ne fais pas son apologie, voilà. Je ne le fais pas. Il est arrivé, il a fait les coubettes pour que les gars puissent l'accepter. Et maintenant, il est où il est. Alors, il vous dit, cette affaire-ci, je suis qui je suis à cause de ça. Et si je suis qui je suis à cause de ça, je voudrais qu'on puisse avoir des offices, des Roger Mila, des Oumambik, des Rigobert Song, et maintenant on a les Abouaka Vincent, des Toko Ekambi. Sauf que derrière, parenthèse, sauf que derrière, quelqu'un, un président va dire, ben écoute, tu es président de la Fédération camerounaise de football, grâce à moi. Évidemment, mais à ce moment qu'il est président de la Fédération camerounaise de football, certains de ses détracteurs sont déjà pour lui. Soja go, soja come. One leave, one comes in. L'espace n'est jamais vide. La politique de la chaise vide n'existe pas. Donc, si tu ne peux pas suivre le train, il y a d'autres qui suivent et ils vont prendre ta place. Aussi naturellement possible. Il n'y a pas assez de casser. C'est simple et ça marche. Donc, ce n'est pas le chantage. Et ce qu'il veut faire, ce qu'il est en train de faire, quand on parle de son bilan, après 4 mois, c'est élogieux. Il est élogieux quand même. Bah, après, derrière, il faut dire qu'au-delà de tout ça, c'est ces mecs-là qui vont élire Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, enfin, la mandature prochaine. Bon, moi, une question qui me taraude l'esprit. OK, il dit, ben, écoutez, si vous ne voulez pas être dans la marche du train, OK, ben, vous êtes out. Sauf que l'effet pervers, c'est que ceux-là qui seront aptes, qui seront bottés en touche, pourraient se liguer contre lui dans le cadre d'une prochaine mandature.
et il peut faire bloc en disant que voilà, parce qu'il faut dire derrière, il y a Samuel Eto'o qui arrive, il se fait le chantre de la bonne gouvernance. Pour lui, tolérance zéro quant à la corruption, etc. Et quand on sait que c'est un système où l'argent coule à flot, je me demande comment il va faire, parce qu'il y a tellement comment vous appelez ça, il y a tellement de réseaux, il y a des forces exogènes et endogènes qui gèrent cette histoire que on a l'impression qu'il est comment je vais dire, c'est lui le seul étranger dans cet univers-là qu'il veut réformer. Non, il n'est pas le seul étranger. Il est venu avec une équipe, avec un esprit. La seule chose qu'il a fait qui est impeccable, c'est qu'il a trouvé dans ce lot, comme on dit souvent que c'est une dent qui garde toutes les dents dans la bouche, mais il y a les dents qui sont bonnes. Dans ce lot, il a trouvé certaines personnes. Quand on parle de quelqu'un comme Franck Hapi, on connaît les sacrifices qu'il a fait depuis son jeune âge dans le football. Je sais qu'il est encore jeune, mais je dis, quand on prend quelqu'un comme Franck Hapi, là, on sait là où il se trouve. Il s'est entouré de personnes. Pourquoi est-ce que les gens comme Mme Céline Eko est encore là? Parce qu'elle a œuvré. Si on peut être fier de notre football féminin, c'est Mme Céline Eko. Donc, alors, quand il s'entoure de ces genres de personnes, je dis, il n'y a pas de politique de chaise vide. Il y a d'autres qui étaient contre lui, qui sont pour lui actuellement. Et il y a encore d'autres qui seront pour lui quand ils verront que leur intérêt. Parce que je dirais bien, c'est une fine minorité même qui faisait toutes ces cascades de désordre dans le football. C'est une fine minorité. Parce que quand on regarde un entraîneur qui pleure au stade, parce que ces joueurs n'arrivent pas à jouer, ce n'est pas parce que ces joueurs sont médiocres, mais non, c'est parce que ces joueurs ne sont pas assez encadrés, ils n'ont pas assez de récupération pour pouvoir s'exprimer au stade. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas de salaire, ils ne mangent pas bien, ils ne dorment pas bien. Pas de salaire. Oui. Bon, on a connu, on se rappelle bien avec l'ancien coach de l'équipe féminin, qui est le président de l'ANAFOOT aujourd'hui. Ouais. On sait que... Et non. Acheter des bananes à ses filles. Ses filles bâchaient dans un taxi. On levait le coffre arrière et les filles s'asseyaient à l'intérieur, c'est tout fait. Alors, si on a eu des personnes comme ça qui pleuraient juste pour voir leur gars jouer et qu'aujourd'hui, ils trouvent qu'ils sont dans leur assiette, je pense qu'il n'y a pas la politique de la chaise vide. Les médiocres quitteront et les bons s'asseyeront. Et quand on voit la mouvance de ce championnat, on se dit que bon, on est en train de tendre vers, parce qu'en réalité, ça fait longtemps qu'on n'avait plus de championnat pareil. Le championnat revient, le public également, l'engouement derrière, les sponsors également qui reviennent. C'est dit que les choses bougent et dans le bon sens. Très bon sens. Très bon sens. Parce que quand on regarde, aujourd'hui, les gars, quand tu vas au stade, les gars te disent, on a l'envie, il y a le football. Allez ici au stade Mbappé-Lépée, au stade annexe. Même à Japoma, au stade annexe, vous voyez les gars jouer. Les gars ont envie de jouer. Il y a du spectacle. Cette partie était morte. La partie spectacle du football était morte. Aujourd'hui, les gars veulent s'exprimer. Et je dis, on dit que la chance n'existe pas, mais elle existe parce que Samuel Eto'o arrive à la tête de la FECAFOOT quand le gouvernement camerounais a investi assez d'argent pour construire des stades annexes, n'est-ce pas? Et qu'il y a assez d'argent. Je me rappelle que le stade annexe de Fandena Yaoundé, c'était fait du sable et de la poussière. Aujourd'hui, il y a le gazon. Tout à fait. Donc, il arrive, on appellera ça de la chance. OK, donnons-lui qu'il a eu la chance, mais il arrive et il y a ses infrastructures. Et il utilise ça à bon escient. On organise le championnat. Et les gars s'expriment. Les gars n'ont pas peur de glisser. Ils n'ont pas peur de tomber. Les gars jouent. Les gars sortent de leur trip. C'est ça le football. On ne joue plus dans la poussière, on joue maintenant dans le gazon. On n'a plus peur de s'écorcher, comme on le dit. Ou là où quelqu'un posait le pied, tu sautais parce que non.
Regardez les championnats. Regardez. Vous savez de quoi je parle? Les gars sortent des tacles de 3 mètres. Ils glissent 3 mètres. C'est phénoménal, c'est spectaculaire. On avait besoin de ça. Alors, si M. Eto'o-Fils arrive à ce moment où le gouvernement a investi, comme on le dit, on va parler du stade de la LCA. Oui. Construire, c'est une chose. L'utiliser à bon escient, c'est une autre. C'est une autre. Et si ce monsieur peut savoir utiliser ce qu'il a en main, alors il y a le changement. Et vraiment, ça change très rapidement. D'accord. Allez, écoutez, votre émission est partie depuis fort longtemps quand même. C'est Omnisport sur Dash Sport et Divertissement, le groupe Dash Media. L'émission est interactive. Vous pouvez appeler, participer à l'émission, donner votre point de vue, votre contribution, pourquoi pas à cette émission-ci qui se veut être finalement la vôtre, Omnisport, la messe du sport en Afrique et pas seulement. Tout à l'heure, Francis, justement, vous parliez de Samuel Eto'o, vous magnifiez son exercice, le début de son exercice à la tête de la Fédération camerounaise de football. Sauf que il y a également derrière des problèmes liés à la corruption qui sont en train de gangréner justement, comment je vais dire, on va dire ça comme ça, ce gouvernement Samuel Eto'o. Bon, écoutez un peu, quand on fait le tour du monde, la corruption est un virus qu'on ne tue pas avec un coup de bâton. Faites le tour du monde. Qui savait que la FIFA était pleine de la corruption pour que cette Blatter démissionne? Mais Eto'o-Fils, lui, il a dit. Il a dit que, écoutez, il dit qu'il a nettoyé la corruption à la FECAFOOT à 70-80% et il ira jusqu'à 100%. Donc, et vous dites que la corruption ne la tue pas d'un bâton, etc. Tout ça. Est-ce qu'il a dit que Eto'o-Fils, en réalité, ce qu'il a dit là, c'est dans du rêve? Bon, chacun peut apprécier cette phrase comme il le veut et comme il entend. Mais ce que je dis, la corruption est un virus qu'on ne tue pas avec un coup de bâton. Ce qu'il est en train de faire est d'abord, je pense que c'est très stratégique et très méthodique. Redonner le football d'abord son blason d'or. Ça, c'est l'essentiel. C'est la priorité dans sa mission. Après ça, on pourra combattre autre chose, la corruption. Et cette corruption, on va la combattre, on va la combattre, cette corruption. Je pense, je ne dis pas on, il va le faire, je pense. Nous sommes en train d'aller au Qatar, qualifier pour le Qatar, c'est combien de milliards? Donc, on se comprend déjà. Donc, pour dire que on verra, lors de l'organisation pour le Qatar, on a vu l'organisation pour la CAN, les joueurs, les anciens et les nouveaux, même ceux qui sont à la retraite, ont dit que c'était la meilleure CAN pour les joueurs. Parce qu'il n'y a aucun joueur qui a réclamé quoi que ce soit. Que ce soit le prix, que ce soit l'encadrement, que ce soit le transport. Regardez, il était en Algérie avant les joueurs, c'est lui qui a accueilli les gars au tarmac. Regardez, il était dans les vestiaires avec les gars. Regardez, il était au stade pour les entraînements avec les gars. Il n'a pas joué le rôle du coach. Il a dit en tant que footballeur, bah, vraiment, c'est la maladie, hein, ça reste dans le corps. Donc je peux aussi, on est entre nous. Et je peux quand même aussi chausser les crampons et puis, n'est-ce pas? Ouais. Je fais aussi avec les gars. Il n'a pas influencé le coach. Mais juste pour dire que ce qu'il est en train de faire, on le voit. Et on va le voir aussi lorsque les gars iront à la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils vont se plaindre de la restauration? Ils vont se plaindre de l'hébergement? Ils vont se plaindre de primes? Ils vont se plaindre de, je ne sais pas, l'encadrement, que ce soit les soins ou tout? On va voir ça. Est-ce qu'on va voir, parce qu'il y a maintenant cette petite guéguerre entre lui et le ministre qui ne se voit pas, mais ça se voit parce que quand il dit une chose, le ministre dit autre chose. On a vu deux exemples. Quand on a parlé
de Conceição. Voilà. Il a parlé, le ministre a dit non, il a fait une correspondance, le ministre est parti. On sait tout ce qui s'est passé après. Et puis, il y a quelque chose qui est sorti de la présidence pour remettre les choses en ordre. On a vu. On a vu d'autres choses. Parlant même du championnat, où il a dit ceci. Est-ce que lors de Qatar, on a quelques mois, est-ce qu'on va se retrouver où il y aura un pléthorique de copinage des 2e, 3e, 4e bureaux qui seront dans l'avion et qui vont occuper les suites à l'hôtel et que les joueurs vont dormir. On attend toujours. Voilà tout ce qu'on, voilà les étapes qu'on verra si la corruption là, n'est-ce pas, est en train d'être éradiquée ou on est encore là. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, Francis, c'est qu'avant, on faisait tout sauf du foot. On faisait tout sauf du foot. C'est pour ça que je dis avant, que ce soit dans le cadre local ou à l'équipe nationale, les acteurs, des personnes qui donnaient cette visibilité, ce prestige à notre pays, étaient méprisés. Je ne veux pas parler d'oublier, méprisés, pas oubliés, parce qu'on les voyait. Mais ils étaient des médiocres dans le système de traitement. Imaginez, on a vu, le Cameroun devait voyager, ils ont fini de jouer et arrivé à l'aéroport, il n'y avait pas l'avion. Ah oui, on se souvient de cet épisode-là. Waouh! Waouh! Et vous attendez que ces gars vont arriver là-bas, ils vont venir jouer? Voilà les choses qu'on a vécues. Aujourd'hui, il n'y a plus. Alors, je pense qu'il y a des gens pas. Et il est en train de faire, comme je dis, méthodiquement, organiser d'abord le football, que ce soit dans le plan local ou national. Il organise le football. On a vu, et je parle de la CAN, et je parle des dernières journées de qualificatifs, on a vu qu'il était présent. Je ne voulais pas dire omniprésent. Parce que regardez, le temps que les joueurs finissent le match contre l'Algérie, il était à la tribune d'honneur. Et le temps que les gars sont dans les vestiaires, il se retrouve dans les vestiaires avec les gars. Alors il était omniprésent. Finalement, avec cette canne-là, vous avez tapé l'Algérie et vous vous êtes qualifié pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et les Algériens qui n'arrivent pas à digérer cette défaite-là. Oui, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Qatar 2022 sera la Coupe du Monde la plus prestigieuse. Prestigieuse dans tous ses sens. Les hôtels sont magnifiques, les stades sont, je pourrais dire, stratosphériques. Stratosphérique, oui. La ville, elle est de rêve. Et tout le monde voudrait arriver là et voir. Et l'Algérie n'arrive pas à digérer. Ce n'est pas de leur faute. On connaît. Et moi, je dis, prends ça du côté positif. Ça, c'est ce qu'on appelle le fan du football. Il rêve. Parce qu'en lui, il est supérieur. En lui, il est supérieur au Cameroun. On arrive dans leur pays, on les tape. Alors, dans notre pays, on va les ramener. Mais, comme l'autre avait dit, c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. La théorie du danger de Rigobert Samba. Ben, je voudrais dire que ces gars sont sortis de leur trip parce qu'il y avait un motivateur. Ce motivateur qui est Samuel Eto'o. Parce que les gars ont dit après que s'ils perdaient, s'ils ne se qualifiaient pas, ils n'allaient pas avoir mal pour eux. Ils allaient avoir mal pour le président de la FECAFOOT, qui a tout fait, humainement possible, pour qu'il soit dans les états meilleurs et produire des résultats, je pourrais dire, excellents. Donc, s'ils perdaient de se qualifier pour le Qatar, ils devaient pleurer, mais non, ce n'était pas pour eux. Ça devait être pour le président de la FECAFOOT. Et donc, vous comprenez donc finalement pourquoi les gars se sont déployés à remporter ce match-là et pourquoi les Algériens continuent un mois plus tard de... Et parce qu'ils n'en croient pas, c'est normal.
C'est normal, on a eu beaucoup de scoops comme ça. Tata est décédé par arrêt cardiaque quand le match est fini parce que c'était dans sa ville. Donc, il y a tout ça, mais que nous comprenions. C'est normal, tout le monde veut être au Qatar. Je voulais titiller les Ivoiriens pour dire que s'ils ne nous aiment pas aujourd'hui, c'est parce que nous sommes des personnes qui les ont fait rester à la maison. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir, Bram, de vous avoir sur ce plateau, évidemment. Quand on évoque les questions liées au football, vous pouvez participer à cette émission. Maintenant, on va passer au deuxième thème. Le thème de cette émission, on va parler de... Parce qu'on va rester à local avant d'aller chez les filles. On va parler donc de l'Assemblée Générale. On va faire une virgule sur l'Assemblée Générale de la Dynamo de Douala qui aura lieu le 7 mai. C'est vrai qu'on devait normalement avoir ici Willy Kak, un des chargés de la communication de la Dynamo Football Club de Douala. Il s'en est excusé parce qu'il y a eu des problèmes indépendants de sa volonté et donc il n'a pas pu nous rejoindre. Kassala le tient quand même, il faut rappeler à tout le monde que la Dynamo Football Club de Douala, club de Elite 2 au Cameroun, aura donc son assemblée générale élective. Il faut le rappeler, ce sera le 7 mai 2022. Avant, Dynamo s'était d'abord réuni avec les fils Bassa, Bo, Bati, voilà, qui s'étaient réunis au niveau du stade Marion à la cité-site autour du président Louis Beckett qui avait lancé donc l'initiative. Là, c'était au stade Marion. Et il avait été question pour ces gens de Dynamo de réfléchir et de se représenter une nouvelle idée, une nouvelle vision de la Dynamo Football Club de Douala. Parce qu'on sait que comme tous les clubs mythiques, Francis, là je parle sous votre contrôle, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de clashs, beaucoup de clans, beaucoup de guéguerres entre justement des frères qui se regardent en chien de faïence. Évidemment. Et je pense que c'était sur ce même plateau avec Narcisse Oum, oui, justement, qu'on appréciait, n'est-ce pas, cette initiative des fils, n'est-ce pas, Batempo, Bassa, pour vouloir garder, mettre de côté les égos et penser une chose. Et c'est de ça qu'on parle depuis le début de cette émission. Mettre les égos de côté et nous réunir sur la chose la plus importante. Notre football, notre équipe, notre palmarès, notre prestige. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et on avait promis une assemblée générale. Oui. Depuis lors, on n'a pas entendu que quelqu'un est allé à gauche ou l'autre est allé à droite. Je pense que les gars, ils sont bien organisés. Et avec le communiqué qu'ils ont eu à prendre et dit que des personnes qui auront droit au vote et tout ça, avec 6 000 francs, catégorie 1 ou 11 000 francs, catégorie 2, avec casquette, t-shirt, si vous payez 11 000 et droit de vote. Je pense que c'est ça. Et le vote, on a dit toute personne qui trouve qu'il est capable d'être président, il pose sa candidature. La date limite, je pense, aujourd'hui. Oui, justement. Donc, on n'a pas dit tel clan ou tel clan. Venez poser votre candidature, on vous vote. Et le vote, il n'y a pas le nom écrit dessus, que c'est moi qui ai voté pour vous ou je n'ai pas voté pour vous. Donc c'est ça, et c'est cette organisation qu'on attend. Et je pense que c'est une très bonne lancée. Mais maintenant, comme on dit, nous sommes tous Camerounais, wait and see. Voyons comment, après samedi, les résultats qui vont sortir de là, et je prie juste que ce qu'ils ont commencé, on dit tout ce qui commence bien, finit bien, comme ils ont bien commencé. On espère qu'ils vont finir bien. Mais est-ce que ce système-là, justement, est une garantie pour une élection sereine, sans contestation? Le fait qu'on dise que tout le monde, si vous vous sentez à même, vous êtes éligible, vous posez votre candidature, vous compétissez, vous défendez votre projet. Et si vous êtes élu, c'est une bonne chose. Auquel cas, vous vous alignez derrière les autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lobby. Ça veut dire qu'il n'y a pas de copinage. Ça veut dire que je vote pour la personne qui me convainc le plus. Tout à fait. On n'a pas dit, si vous n'avez pas 40 ans, vous n'êtes pas membre, vous n'êtes pas éligible d'être président. On a dit toute personne. On n'a pas dit, si vous avez 70 ans, vous n'êtes plus éligible d'être candidat. On a dit toute personne. Tout à fait. Alors, ressens-toi capable de le faire et pose ta candidature. C'est normal. Et puis bon, comme on dit, au football,
le champion, on le trouve sur le terrain. Oui. De toute façon, on aura l'occasion de recevoir les communicants de la Dynamo Football Club de Douala ici dans cette édition, si on l'espère, la semaine prochaine. Ils vont venir nous raconter, et on va aller voir comment les votes se passent et ils viendront ici raconter à tout le monde comment ça s'est passé, quelles sont les tendances et qui sera à même de diriger justement peuple, comme ils appellent, pour les échéances à venir. Maintenant, messieurs, je voudrais qu'on s'intéresse sur le tirage au sort de la CAN féminine 2022. S'il vous plaît. Et donc, on a vu ce tirage au sort là. Il y avait une Camerounaise, Chout Adjara, qui faisait partie de ceux-là même qui effectuaient ce tirage au sort. Et puis, les groupes sont connus pour ce qui est de ce tirage au sort là. C'est 12 équipes. Alors, on a 3 groupes. Francis, on a le groupe A qui est composé du Burkina Faso, du Sénégal, de l'Ouganda et du Maroc. On a le groupe B qui est composé du Cameroun, de la Zambie, de la Tunisie. Le Cameroun qui n'est pas favori. Hein. Voilà, le Cameroun qui n'est pas favori, il faut le dire, et du Togo. Et puis le groupe C qui est composé du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Burundi et du Botswana. Et là, vous parliez, on va s'intéresser d'abord sur le groupe A. On regarde le groupe A, qui est le groupe du Burkina Faso, du Sénégal, de l'Ouganda et du Maroc. C'est-à-dire Burkina, Sénégal, Ouganda et Maroc. Quand vous regardez ce groupe-là, quand vous regardez les forces en présence des uns et des autres, vous vous dites quelles sont les équipes qui sont à même de tirer leur épingle du jeu, passer au second tour. Burkina, Sénégal, Ouganda, Maroc. Le Sénégal et le Maroc. Et le Maroc. Vous savez, quand on regarde l'histoire du football, regardez le palmarès du football masculin, vous verrez le football féminin suivre. Bon, derrière un grand homme se cache une grande femme. Évidemment. Donc, ce que je voudrais dire, c'est regardez le Nigeria. Ouais. Palmarès, quart de finale. Oui. Super Eagles et les Falcons. Même quand ils étaient les Flying Eagles, voilà, ou les Super Eagles, on regarde les participations à la CAN. Ouais. On regarde les Jeux Olympiques. Ils sont quand même finalistes. Médaille d'or aux Jeux Olympiques. Tout à fait. Donc vous voyez que le football a été cultivé il y a de cela beaucoup d'années. Quand vous regardez le Maroc, participation à la CAN, et tout ça, vous voyez que, comme une organisation de la CAN, vous comprenez. Quand vous regardez maintenant les autres équipes comme le Zimbabwe, le Sénégal ou l'Ouganda. Ou l'Ouganda, oui. Vous voyez. Donc le Sénégal et le Maroc, poule A, je pense qu'ils sont qualifiés. Ouais. Mais je voudrais tirer un coup de chapeau à la Confédération africaine de football de donner maintenant plus de chance à nos filles. Parce qu'avant, on disait que la CAN féminine était juste un groupe de personnes qui jouaient. Ouais. On est en train d'ouvrir. Mais maintenant, grâce au Cameroun, cette CAN a pris de l'essor. A pris de l'essor. On va maintenant à 12. Voilà. À 13e édition. On voit que ça évolue. Et on voit la qualité du football féminin. On a les ambassadrices. Chut Adjara, on ne la prend plus avec... aussi légèrement. Tout à fait. On a les joueurs nigérians. Elles jouent dans les plus grands championnats en Europe. Donc, je pense que le football féminin est en train de prendre sa place. Et je me rappelle quand l'Afrique jouait la Coupe du Monde, on avait 3 équipes, on est monté à 4 équipes. Le Cameroun a monté 6. Voilà. Et en bout de 10 ans, ça a escaladé. Et je pense que c'est comme ça que... Je pense que d'ici 5-6 ans, ou d'ici 2030, ce nombre de 12 va augmenter. D'accord. Alors maintenant, messieurs, on va regarder le groupe B. Le groupe B est constitué de, finalement, du Cameroun. Le favori. Le favori, le Cameroun. Et puis, on a la Zambie, on a la Tunisie, et puis on a le Togo. Oui, la Tunisie. Ouais. La Tunisie, je mets des réserves. Parce que ça fait 14 ans, il faut le rappeler. Hein? La Tunisie n'a plus joué cette compétition. Oui, je mets des réserves avec la Tunisie. Elle est de retour après 14 ans d'absence. Je mets des réserves avec la Tunisie. Vous savez, le monde arabe, il y a quelques pays comme le Maroc qui sort, même comme c'est une monarchie.
mais ils sont plus ouverts en termes de relations internationales, en termes de développement, que des pays comme l'Algérie, que la Tunisie. Si on peut revenir un peu en arrière, les Algériens pensent qu'ils sont des Blancs, nous sommes des Noirs. Hein. Ils sont méditerranéens, nous sommes africains. Pourtant, ils se trouvent dans notre continent. Ah ouais. Donc, il y a encore cette mentalité, ils sont encore très fermés. Des pays comme la Tunisie, comme l'Algérie. Par contre, le Maroc est ouvert, l'Égypte est ouvert aussi. Vous voyez un peu. Donc, je pense que je vais mettre beaucoup de réserves sur la Tunisie. Mais le Togo arrive. Première participation. Oui, voilà. Première participation, mais vraiment avec beaucoup de préparation. Je pense que je vais regarder le Togo, la Zambie, quand on regarde le football masculin zambien. Ce n'est pas aussi ça. Si on doit prendre ma théorie, n'est-ce pas, du masculin au féminin. Mais sauf que pour le cas de la Zambie, il faut dire que les Cooper Queens, c'est comme ça qu'on les appelle, avaient éliminé la bande d'Arachute pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et donc, ça sera le remake justement entre ces deux nations-là, Cameroun, Zambie. Oui, mais quand on regarde leur championnat, quand on regarde leur style de football, je dis bien, je pense que on se comprend. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de guéguerres au sein de l'équipe nationale. Maintenant, les choses sont mises en place. Et les filles, pour le petit secret, sont en train de dire qu'elles doivent faire mieux que les hommes. Donc, au Cameroun, les filles ont ce défi, n'est-ce pas, de dire, à un moment donné, le football camerounais était mort. C'est nous, les filles, qui avons redoré le blason et qu'on a ramené le football au Cameroun. Donc, maintenant que le football masculin est en train de prendre son envol, n'est-ce pas, comme un falcon, je pense qu'ils ont du mal et les filles trouvent ça comme un défi de faire mieux. Et surtout qu'également derrière, il y a le championnat féminin de football qui a relancé Guinness-Sico, voilà justement. Vraiment avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Et je dis, je ne cesserai de le dire, chapeau à Madame Selineko. D'accord. Et partant à Samuel Eto'o-Fils. Donc, allez, maintenant, messieurs, on va parler du groupe C. Monsieur, le groupe C est composé le dernier du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Burundi et du Botswana. Oui, on parle de groupe de géants. Oui. Parce qu'on dit toujours Nigeria and South Africa face to face. Ouais. Ils vont se retrouver encore. Et on connaît que les Bafana, ce sont des personnes qu'on ne touche pas facilement. Ouais, donc, leur équipe féminin est très forte. Ouais. On les appelle l'équipe des géants parce que le Nigeria, on sait que sur les 12 dernières éditions, ils ont remporté 10. Ouais. Ce n'est pas donné, donc c'est leur chose. Maintenant, on a la 13e édition qui va briser cette culture parce qu'on sait combien de fois le Cameroun a fait face au Nigeria et chaque fois on dirait que cette fois-ci c'est la nôtre. Jusqu'ici à Yaoundé, on n'a pas pu. Ils nous ont tapé à la finale, donc ce sont des géants. Et on sait que l'Afrique du Sud aussi, les filles elles évoluent dans le championnat anglais, qui est très très solide, et américain aussi. Donc c'est la poule des géants. Et là, on n'en doute pas. Hein. Les deux sont Qu'est-ce que vous dites alors du Burundi et de l'Ouganda? Bon. Parce qu'ils ont également un football similaire à celui de l'Afrique du Sud, vu que, voilà. Burundi, c'est un petit pays. L'Ouganda est en train d'entrer dans le domaine du football, surtout le sport collectif en général. Ils sont en train d'entrer. C'est pour ça que je dis, les deux géants sont là, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Les deux géants sont là, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et donc, messieurs, pour récapitulatif, il faut dire que, déjà, il faut rappeler que la CAN féminine 2022 se tiendra du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Oui. Et donc, les groupes sont connus. Messieurs, on l'a vu tout à l'heure à l'image. Groupe A, Burkina Faso, Sénégal, Ouganda, Maroc. Groupe B, Cameroun, Zambie, Tunisie, Togo. Et enfin le groupe C, Nigeria, Afrique du Sud, Burundi et Botswana. Voilà donc les groupes constitués pour il faut le dire, le tirage, enfin, après le tirage au sort, ceux-là qui vont donc aller en Coupe d'Afrique féminine, qui, il faut le rappeler, cette coupe-là aura lieu va se dérouler du 2 au 23 juillet 2022.
Voilà, au Maroc. Messieurs, je sais également qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur, justement, c'est le stade Barthélemy Boganda de la RTC. Non, la RCA. La RCA. C'est vrai qu'on aurait dû avoir en ligne bienvenue notre ami journaliste correspondant justement du côté de la RCA, mais on a eu quelques petits soucis avec la connexion. Oui, un ou deux mots, parce qu'il faut dire que c'est un beau stade quand même, c'est une belle œuvre, mais que la RCA se retrouve à jouer les matchs en délocalisé après ce chef-d'œuvre-là. Ça suscite quand même quelques interrogations, Francis. Un stade de football est comme une maison. Ça vit avec des hommes. Et c'est ce que les gens ne comprennent beaucoup pas souvent. Ça ne sert à rien de construire une très belle maison et laisser fermer et partir. Ça va se délabrer très vite. C'est la même chose avec le stade de football. Il faut l'utiliser. Très malheureusement, il y a la guerre et mesures de sécurité. On ne peut pas permettre à ce que les matchs soient joués parce qu'il n'y a aucun pays qui va vouloir courir le risque, n'est-ce pas, avec les anti-Balaka. Donc, ce qui fait que c'est déplorable parce que c'est un joyau architectural. Ça fait partie de la fierté, n'est-ce pas, de la Centrafrique. Et on a pensé qu'avec le football, comme c'est un élément unificateur, ça pouvait unifier les Centrafricains. On pouvait les unifier à travers le football et surtout commençant par l'infrastructure, c'est ce stade de football. Très malheureusement, la paix n'y est pas et l'entretien d'un terrain de football coûte cher. Et là, c'est dans les oubliettes parce que l'État aussi ne peut pas dépenser l'argent à entretenir une infrastructure qui n'est pas, n'est-ce pas, utilisée. Donc, c'est déplorable d'avoir un truc comme ça, vivement que la paix y revienne pour que vraiment les Centrafricains aussi soient fiers. Oui, parce qu'on se souvient, c'est un stade qui a été construit par une entreprise chinoise en 2003. Je cherchais la date justement en 2003. Et l'entreprise et le gouvernement a réceptionné le stade le 16 juin 2006 et inauguré le 30 décembre 2006 par le président François Bozizé de l'époque. Et donc qu'on ait ce stade-là et qu'on n'arrive pas à évoluer sur ce terrain-là parce qu'il y a tout ce que vous avez dit là, c'est quand même dommage pour les jeunes Centrafricains qui ne demandent qu'à regarder leur équipe évoluer. Parce qu'il faut le rappeler, l'équipe de Centrafricaine vient évoluer ici à Douala, à Japoma. À Japoma, ils viennent, on se rappelle même le match avec les Lions féminins. Ils devaient aller à Douala, retour à Douala. C'est difficile pour les joueurs. Je me rappelle même que le match ici à Douala, on n'avait dit pas de spectateurs. Parce que même comme c'est eux qui recevaient le match, les spectateurs devaient être à 100% camerounais. Tout à fait. Donc, tu es forcé de demander qu'on joue avec les stades vides parce qu'on ne pouvait pas laisser les spectateurs camerounais. Pourtant, c'est eux, les Centrafricains, qui recevaient. Donc, c'est difficile pour les joueurs, surtout psychologiquement. C'est très difficile et on prie que la paix revienne. Parce que le football est quelque chose de magique. Je me rappelle que même ici au Cameroun, on disait « Oh, avec les affaires du Nozo, blablabla, Limbe, ça va, blablabla. » Mais on a constaté que quand c'était le moment de jeu, tout le monde se trouvait au stade. On ne savait pas qui étaient les soi-disant séparatistes ou qui. Tout le monde venait au stade jubiler. Il n'y a eu aucun incident à Limbe avant, pendant et après chaque match. Tout à fait. Donc, ce qui fait qu'on a besoin de ça. On a besoin de ce football-là. C'est un facteur unificateur et prions vraiment que les choses puissent se calmer. Parce que quand on regarde ce stade, vraiment, ils étaient en avance au Cameroun. Hein? Avant qu'on ne décide d'organiser, ils étaient en avance au Cameroun. Donc on disait que regarder un petit pays comme la Centrafrique
regardez leur stade et regardez le Cameroun, un grand Cameroun, le Cameroun de Roger Mila et de Samuel Eto'o et le reste. Donc vraiment vivement que les choses reviennent à la normale pour que ce stade-là puisse aussi puisse cesser de couler les larmes d'abandon. Oui, parce que c'est dommage quand même d'avoir un tel chef-d'œuvre dans un pays et puis ne pas l'utiliser pour ce qui est de droit. Donc c'est super compliqué. Et puis, je voudrais embrayer également, parce qu'il nous reste 2-3 minutes, sur le sport et les valeurs humaines. On sait également, tout à l'heure on l'a évoqué, hein, c'est-à-dire quand on regarde des problèmes à la tête de nos équipes, quand on regarde les problèmes à la tête de notre sport aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, un certain nombre de valeurs, les valeurs en foot tout le camp, les valeurs telles que l'honnêteté, telles que la méritocratie, etc. et tout ça, est-ce que ce n'est pas en fait cela qui explique le fait justement qu'on est par exemple des clubs où les présidents ne payent pas? Bon, le monde est compliqué. À un moment donné, c'est pas. Je dis toujours, il n'y a jamais de bien sans de mal. Donc ça veut dire que des personnes comme ça vont toujours exister. Ce n'est pas juste le Cameroun, c'est partout. C'est juste qu'on parle du Cameroun parce que c'est notre pays et on sait ce qui se passe. Mais si on savait ce qui s'est passé dans d'autres pays, aussi, c'est terrible, c'est grave. Mais la question qu'on a... Mais non, oui, comme je dis, je ne voudrais pas dire ça pour, n'est-ce pas, dire que je supporte, n'est-ce pas, cet esprit, n'est-ce pas, de médiocrité, j'appellerais ainsi, de départ de certains de nos présidents des clubs. Je pense que le football est pour la santé. Roger Mila est en train de fêter ses 70 ans. Il marche comme quelqu'un qui a 55 ans. On comprend pourquoi. Donc, c'est juste pour dire que le sport est d'abord pour la santé. Et maintenant, c'est une profession. Parce qu'il y a des gens qui y vivent. Samuel Eto'o a dit ouvertement, si je suis ce que je suis, c'est grâce à mes jambes. Ça veut dire, c'est grâce au football, c'est grâce à ce sport. En même temps aussi, c'est une détente, c'est un spectacle. C'est pour cela que c'est une culture. En même temps, tout ça est dans ce sport. C'est une culture, c'est pour la santé, c'est thérapeutique, c'est professionnel, ça apporte de l'argent, n'est-ce pas? Et aussi, c'est unificateur. Je ne veux pas savoir qui tu es tant qu'on joue dans la même équipe. Tu marques le but, je t'embrasse, je marque le but, tu m'embrasses, je fais un beau geste, tu me tapes 5. On est d'accord? Donc, le sport et l'homme, c'est comme le doigt et l'ongle. C'est la raison pour laquelle même d'autres... Regardez un peu, pour vous lever un week-end, samedi matin, allez tout à l'heure au parcours Vita. Vous voyez le nombre de véhicules qui sont garés parce que c'est la santé, c'est thérapeutique. Ça fait partie de l'homme. Et il y a d'autres personnes, je connais d'autres personnes qui sont parties à l'hôpital, on leur a dit, au lieu de consommer les médicaments, je ne vais pas vous prescrire toi, allez faire le sport. Faites du sport. Le sport fait partie de l'homme. Et on doit vivre de ce sport dans tous ses sens. Que ce soit thérapeutique, que ce soit spectaculaire et que ce soit pour d'autres qui prennent pour leur profession, n'est-ce pas, professionnelle. On doit vivre. Que faire pour amener tout le monde justement fédéré à vivre de ce sport-là de manière saine, pour qu'on ait justement une gestion saine à la tête de nos équipes, à la tête de nos fédérations, et qu'on ait justement que du bonheur de vivre le sport dans notre pays, dans notre continent et je vais dire dans le monde. Bon, je vais dire, c'est la culture. Il faudrait qu'on cultive le sport. Quand vous partez dans certains pays en Asie comme la Chine, il y a des grands espaces où c'est comme une messe. Les gens, avant d'aller au travail, vont d'abord à l'espace, ils ont 30 minutes de sport. Que ce soit le tai chi, n'est-ce pas? Oui. 30 minutes.
des mouvements sportifs accompagnés des exercices respiratoires, parce que c'est le cardiaque aussi, n'est-ce pas? Des mouvements sportifs accompagnés d'exercices respiratoires pendant 30 minutes. C'est une culture. Après ça, il va au travail. Il y a des autres pays comme aux États-Unis où il y a des patrons des sociétés qui refusent de mettre l'ascenseur dans leurs immeubles. Ils se trouvent peut-être au 10e niveau, ou au 5e niveau, ou au 13e niveau, n'est-ce pas? 15e niveau même, des entreprises. Parce qu'on a un immeuble comme, je sais pas, un immeuble Kassap ici, qui a peut-être 10 niveaux. Une entreprise qui se trouve au 5e niveau interdit à ses employés de prendre l'ascenseur. Donc, consciemment ou inconsciemment, tu grimpes 5 niveaux. S'il faut que tu ailles manger midi, tu descends, tu vas grimper le 5 niveaux la deuxième fois. Mais vous faites ça à mon réalisateur, Chelsea, elle va mourir. Hein? Donc, comme je disais, c'est une culture. Cultivons le sport. On cultive le sport. Les sportifs de haut niveau, surtout ceux qui font les arts martiaux, on vous dit, quand vous vous levez le matin, vous vous placez là, à côté de votre lit, vous faites les pompes. Série de 20, 5 fois, ça te fait 100 pompes. Ben, tu as fait ta journée. Et si tu fais le rythme pompe 20, tu te lèves, tu squats. N'est-ce pas? Et tu descends, tu fais les abdos. Alors, fais 20 pompes, 20 squats, 20 abdos, série de 5. Tu as fait 100 abdos, 100 pompes, 100 squats. C'est une culture. Et ça nous avantage même parce que dès que tu fais ça, tu as chaud. Tu n'as pas besoin de chauffer l'eau pour te laver. Même en saison pluvieuse, tu entres sous ta douche et tu prends un bon bain. C'est une culture. Donc, on doit commencer d'abord par prendre le sport comme une culture. Cultivons le sport en nous. Et là, l'harmonie viendra. L'harmonie viendra. Alors, Francis Brown, merci beaucoup d'être parti dans cette émission de l'Arène Sportive. Mais avant de partir, votre mot de fin, ce serait quoi? Mon mot de fin, c'est, comme quelqu'un a dit, je remercie, mais non, c'est pas ça. C'est juste pour dire, mon mot de fin, c'est, j'encourage les encadreurs de notre football, les encadreurs de nos clubs, d'enterrer la rage de guerre, d'ego, et de se mettre ensemble. Parce que ça commence, n'est-ce pas, chacun de son côté. Chaque club, si chaque club est bien organisé, ça veut dire qu'on aura les beaux matchs, notre championnat sera bien organisé, et alors notre pays sera prospère. Voilà. Allez, donc Omnisport édition de cet après-midi, point final. Francis Brown, merci beaucoup d'être passé parmi nous. Toujours un plaisir, toujours un plaisir. C'est avec beaucoup de bonheur qu'on a échangé sur ces différentes thématiques. Et on espère vous revoir très très bientôt. À tout moment. Dès que mon agenda me permet, je serai là. Vous serez là. Je tiens à remercier toutes. C'est une grosse production, donc il y a une grosse équipe derrière. Chesley qui a réalisé cette émission. On a Alfred, également l'ingénieur de son. On a Emmanuel à la caméra. On a Bassim, Emmanuel également. On a Samuel, justement. Et puis on a Ouseni. Voilà, toute la grosse équipe derrière cette émission Omnisport. Allez, Omnisport édition de cet après-midi, point final. Merci pour tout. Merci de tout. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, nous sommes Dash Media, la voix de l'Afrique. Au revoir.